Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les principaux titres de l'actualité. La junte malienne accuse la France d'actes d'agression. Le ministre malien des Affaires étrangères qui dénonce des violations répétitives de l'espace aérien malien et des collectes de renseignements au profit des groupes terroristes demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Au Kenya, l'opposant historique Raila Odinga annonce son intention de contester les résultats de l'élection présidentielle devant la justice. Résultat annoncé ce lundi après 6 jours d'attente et au terme d'une journée marquée par la scission de la commission électorale qui a donné vainqueur le vice-président sortant William Ruto avec 50,49% des suffrages. Le Gabon a célébré ce mercredi 17 août le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Retour sur la situation politique de ce pays à quelques mois de l'élection présidentielle de 2023, à l'heure où les Gabonais s'interrogent sur une possible candidature du président Ali Bongo Ondimba. Le Mali saisit l'ONU et accuse la France de violer sa souveraineté et de soutenir des groupes terroristes qui opèrent au Sahel, notamment en armement. Des accusations également d'espionnage sur la base de violations présumées de l'espace aérien du Mali. Montée de tension entre Paris et Bamako alors que le dernier contingent militaire français de Barkhane a quitté le pays ce lundi. Le Mali, qui a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, affirme détenir des preuves des accusations formulées. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dans une lettre datée du 15 août 2022, le jour même du départ définitif de Barkhane, et lettre adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, exige une réunion d'urgence. Et dans sa lettre de 3 pages, le chef de la diplomatie malienne précise que si la France poursuivait son appui présumé, je cite, le Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense. Fin de citation. Le contexte économique, politique et sécuritaire sous-régional au cœur du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement d'Afrique australe qui s'est ouvert ce mercredi à Kinshasa en République démocratique du Congo. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement sont sur place. Un sommet de la SADC dont la présidence 2022-2023 sera désormais assurée par le président congolais Félix Tshisekedi. Dans sa prise de parole, le nouveau président en exercice de l'institution qui préside également la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, a souligné le rôle important joué par la sous-région qui fournit un important contingent militaire à la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC, pays traversé par plusieurs conflits au niveau de sa partie Est. Félix Tshisekedi, dans son discours devant les membres de la SADC, a pointé du doigt le M23. Le chef de l'État congolais a une nouvelle fois accusé le Rwanda voisin de soutenir le mouvement rebelle. Il rejette le résultat de la présidentielle kenyane. Raila Odinga, figure historique de l'opposition, soutenu par le président sortant Uhuru Kenyatta, indique envisager toutes les options légales possibles pour contester les résultats. Des résultats qui ont donné vainqueur le vice-président sortant William Ruto, vainqueur sur le fil avec 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila Odinga qui qualifie ces résultats de parodie. Roberto Bogbe. Une parodie. C'est en ce terme que Raila Odinga a qualifié ce 16 août le résultat de la présidentielle au Kenya, donnant William Ruto vainqueur. Le candidat malheureux affirme qu'il poursuivra toutes les options légales possibles tout en exhortant ses partisans à maintenir la paix et à ne pas se faire justice eux-mêmes. Je tiens à féliciter nos partisans pour leur calme et leur maintien de la paix et les exhorte à le faire. Que personne ne se fasse justice lui-même. Nous poursuivons des voies et des processus constitutionnels pour invalider l'acte illégal et inconstitutionnel de M. Chebukati. Nous sommes conscients que la justice prévaudra.
Après 6 jours d'attente, le vice-président sortant William Ruto a été déclaré vainqueur le 15 août avec 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila Odinga. Les minutes qui ont suivi les résultats donnés par la commission électorale indépendante ont vu des partisans de Raila Odinga exprimer leur déception. Une déception qu'exprime aussi le candidat George Luchiri qui insiste sur le fait que les résultats doivent être vérifiés avant d'être annoncés. We are not going to accept the results, whether it's Raila winning. Nous n'allons pas accepter les résultats jusqu'à ce qu'ils soient vérifiés, que ce soit celle de Raila, de Ruto ou la mienne. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Nous avons vu des mobilisations et des cas de vol. Mes voix ont été volées par les deux partis, mais je ne regarde pas cela. Ce que je voudrais dire, c'est que ce pays nous appartient tous. Nous ne pouvons pas avoir une administration partielle. Le président élu William Ruto avait assuré à l'annonce des résultats qu'il travaillerait avec tous les leaders politiques. Plusieurs pays africains, dont l'Éthiopie, la Somalie voisine, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, ont félicité l'élu. 4 des 7 commissaires électoraux ont déclaré qu'ils maintenaient leur décision de la veille de renier les chiffres annoncés par le président de la commission électorale, Wafula Chebukati. La Constitution adoptée à 94,6% des voix en Tunisie, selon les résultats confirmés ce mardi par l'autorité électorale, une constitution controversée voulue par le président de la République Kais Saied. À peine plus de 30% des Tunisiens se sont rendus aux urnes. Tout au long de la campagne, avant le référendum du 25 juillet dernier, les partis d'opposition ont dénoncé une dérive autoritaire. La nouvelle loi fondamentale renforce largement les pouvoirs du chef de l'État, un régime hyper-présidentiel en rupture avec les limitations imposées au pouvoir du président de la République depuis 2014. Le nouveau texte entrera en vigueur après sa promulgation par le président de la République et sa publication au journal officiel. Mildred Diamou. Après avoir traité les recours déposés pour contester les résultats du référendum du 25 juillet 2022, l'instance supérieure indépendante pour les élections a confirmé le 16 août 2022 l'adoption de la nouvelle constitution en Tunisie. La constitution proposée par le président Kais Saied, approuvée par une large majorité de 94,6% des électeurs, soit un peu plus de 2,6 millions de personnes et avec un faible taux de participation estimé à 30,5%, renforce notamment les prérogatives du chef d'État, contrairement à celle de 2014 qui limitait le rôle du président. Après l'organisation réussie du référendum, nous nous engageons dans la préparation des prochaines échéances électorales, y compris notamment les élections législatives prévues pour la fin de cette année, les élections au Conseil des régions ainsi que les élections municipales et régionales. La nouvelle charte supprime également les protections empêchant que des civils ne soient jugés par des tribunaux militaires et ne prévoit pas de procédure de destitution du président qui nomme le chef de gouvernement et les ministres et peut les révoquer à son gré. Une deuxième chambre est créée au sein du Parlement pour représenter les régions au mépris de l'Assemblée du peuple. C'est l'écrasante majorité de ceux qui ont participé à la consultation électronique sur la Constitution qui ont demandé l'institution en Tunisie d'un régime présidentiel. Il ne s'agit pas d'un régime présidentiel au sens strict du terme, mais d'un régime qui accorde de très larges prérogatives au président et c'est ce que veut le peuple, parce que le peuple veut qu'il y ait un dernier ressort qui fixe la politique générale de l'État et qui assume la responsabilité directe de la réussite ou de l'échec de cette politique. Certains observateurs appellent l'adoption de la nouvelle constitution en Tunisie une confiscation du pouvoir par le président Kais Saied, alors qu'ils mettent en garde contre un retour de la dictature avec la nouvelle constitution. Ils estiment que cette démarche sape les efforts visant le respect des droits humains et met en péril les avancées réalisées depuis la révolution de 2011. 17 août 2022, les Gabonais ont célébré ce mercredi leurs 62 ans d'indépendance, une fête nationale en grande pompe, malgré le contexte sociopolitique dans ce pays d'Afrique centrale, présidé par Ali Bongo Ondimba, en exercice depuis 2009. Dans son adresse à la nation et à quelques mois de la présidentielle de 2023, le chef de l'État, dont l'état de santé est régulièrement questionné depuis son AVC en 2018, dit encore avoir de grandes ambitions pour le Gabon. Son portrait est signé Nathalie Mauve.
pour que le travail commencé soit achevé. Telle est la motivation qui anime le président Ali Bongo Ondimba à un an de la prochaine présidentielle prévue en 2023. L'adhésion du Gabon au Commonwealth lors du 26e sommet des chefs d'État de l'organisation en juin dernier à Kigali fait partie de ces réalisations du pays d'Afrique centrale, enregistrées sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba. Au pouvoir depuis 2009 et après avoir brigué un second septennat en 2016, le fils d'Omar Bongo, 63 ans, veut permettre au Parti démocratique gabonais de rester le parti au pouvoir pour la mise en œuvre des projets de développement du Gabon. La limitation des mandats présidentiels a été levée depuis la révision de la Constitution en 2018. En mars dernier, au 54e anniversaire du PDG, le président Ali Bongo avait annoncé ses intentions pour la prochaine élection présidentielle. 2023 approche à grands pas. Je serai là avec vous. La seule issue sera la victoire. Une victoire franche, nette, indiscutable. Le président Ali Bongo Ondimba a parmi ses ambitions pour le Gabon la vision politique Gabon vert qui allie développement économique, infrastructurel, préservation de la biodiversité et amélioration du bien-être social. Engagé dans la diversification de l'économie gabonaise, très dépendante du pétrole jusqu'en 2014, le dirigeant gabonais a misé sur le secteur sylvicole, l'industrialisation et l'agriculture pour la diversification économique. Dans l'édition 2022 des perspectives économiques de l'Afrique, la Banque africaine de développement entrevoit des perspectives de croissance économique à court terme favorable pour le Gabon avec une croissance du produit intérieur brut qui devrait atteindre 3,3% en 2022 et 3,4% en 2023. La banque salue un secteur non pétrolier dynamique porté notamment par l'agriculture, le bois, les mines. Le président gabonais veut aussi développer le secteur de l'énergie et attirer plus d'industries comme il l'a relevé lors de ses vœux à la nation pour l'année 2022. De grands projets ont été signés avec certains des plus grands groupes et plus grands fonds d'investissement internationaux. C'est le cas dans le domaine de l'énergie, avec la construction du barrage hydroélectrique de Kingele-Aval que j'ai évoqué, dans la filière bois avec la création de la nouvelle zone économique spéciale d'Ikolo, l'agriculture avec la création de zones agricoles à forte productivité, les mines avec la relance tant attendue du projet de Belinga, considéré comme la mine de fer non encore développée, la plus importante au monde. Ce projet sera le projet industriel phare au Gabon dans les prochaines années. Le président Ali Bongo, touché par un accident vasculaire cérébral en octobre 2018 à Riyad, en Arabie Saoudite, assure aujourd'hui s'être remis de cet accident et compte poursuivre la dynamique engagée depuis sa venue au pouvoir. Il s'est compté sur une équipe ayant à sa tête la première femme chef du gouvernement du Gabon, Rose Christiane Osuka Raponda, nommée Premier ministre en juillet 2020. En termes de leadership au plan international, le Gabon siège pour 2022 et 2023 au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent. Le président Ali Bongo se félicite de cette position et présente également le Gabon comme un champion de l'environnement avec son parc national d'Ivindo classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ou encore sa zone économique spéciale de Nkok qui émet autant de carbone qu'elle en absorbe. L'homme aux chaussettes rouges, c'est le titre de l'ouvrage signé Stanislas Zézé, président directeur général de l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation. Dans ce récit, l'économiste et homme d'affaires ivoirien plonge le lecteur au cœur de sa vie et de son parcours dans le milieu des affaires. Joël Ballot. L'Ivoirien Stanislas Zézé, homme de finance, président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, une agence d'évaluation du risque de crédit opérant en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, a ajouté une nouvelle corde à son arc. Depuis le 15 août 2022, il est l'auteur de L'homme aux chaussettes rouges, une autobiographie de 182 pages qui insiste sur le développement du continent africain par le changement de mentalité et l'éducation de la jeunesse. Dans le livre, il y a beaucoup de messages, notamment le code des valeurs, et les moments d'émotion de ma vie, les moments qui ont impacté la construction de ma résilience et la construction de mon courage, de mon abnégation. Et tout ça, je crois que je dois ça à la jeunesse. Et pour moi, c'est ce type d'histoire qui permettrait aux jeunes de pouvoir faire des bons choix.
Coécrit par l'écrivain pas comme Christian Kipré, L'homme aux chaussettes rouges représente l'espoir d'un changement pour toute une génération de jeunes Africains. L'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain prendront forme grâce à une jeunesse aguerrie, consciente des difficultés mais surtout consciente de l'impact qu'elle peut avoir sur le développement du continent. Je trouve l'ouvrage extraordinaire. D'abord la présentation, c'est captivant. J'aime beaucoup le fait que c'est très facile à lire. On le connaît comme quelqu'un qui est dans les finances, mais il a rendu l'ouvrage accessible. Et le fait qu'il y a beaucoup d'images, ça donne envie de le lire et de sauter un peu de temps en temps les chapitres pour lire le chapitre qui vous intéresse. Et je pense que c'est un ouvrage important pour les futures générations et surtout pour les jeunes. Entre chaque ligne, Stanislas Zézé revient sur les événements clés de sa vie, ses victoires, mais surtout ses échecs. Il indique qu'il a passé ces dernières années à réfléchir sur son parcours. Aujourd'hui, l'homme aux chaussettes rouges est donc le miroir de sa vie. En Afrique, près de 10% de la population vit avec un handicap. Trouver un travail, se déplacer, le quotidien peut se révéler pour la majorité d'entre eux un véritable parcours du combattant en raison d'un environnement inadapté et d'une prise en charge inexistante. Au Congo-Brazzaville, l'insertion sociale et professionnelle bénéficie de peu de soutien étatique. Sur place, la fondation Challenge Futura est l'une des rares structures qui vient en aide aux personnes handicapées. Reportage d'Eva Pansou. Francina Ikembo est une sourde muette de Brazzaville au Congo qui peut désormais tenir entre ses mains cet échantillon de pleurote produit par elle et ses collègues au cours d'une formation pilote en myciculture reçue au sein de la fondation Challenge Futura. J'ai été très émue de voir pousser les champignons que j'ai cultivés. Cela m'a encouragée à fournir plus d'efforts. Je suis heureuse de recevoir des connaissances sur cette formation qui consiste à cultiver les champignons. J'ai accepté cette formation pour acquérir des connaissances en myciculture et devenir chef d'une entreprise œuvrant dans ce secteur. Pierre porte des prothèses au niveau de ses jambes. Il a aussi participé à cette formation en culture de champignons. D'ailleurs, les difficultés de mobilité des handicapés moteurs ont été surmontées grâce à la mise au point de cette poussette dénommée Endopus par le chercheur Tsenge Tsenge. J'utilise une prothèse, donc longtemps debout ou longtemps assis ne me permet pas de bien travailler. Donc je dois alterner, soit de travailler debout, soit travailler assis. On ne doit pas se sentir inférieur aux autres. Nous pouvons faire le même travail que les valides. C'est vrai qu'ils sont très marginalisés, très vulnérables, mais ils sont dotés d'un potentiel important, que ce soit sur le plan scientifique et technique. C'est pour ça que c'était très important pour nous de les aider, bien sûr en tenant compte de l'objet de l'ONVRI, c'est-à-dire que vulgariser les résultats de la recherche menée dans le cadre de la production des champignons. Cette phase pilote des formations à la culture des champignons pendant 10 jours à l'intention des malentendants et des handicapés moteurs a produit des résultats satisfaisants. Les formateurs ont noté une bonne maîtrise de la technique artisanale de culture des champignons pleurotes. C'est aussi grâce à l'apport de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et innovation que ce projet a été réalisé. Les meilleurs d'entre eux vont bénéficier d'un stage payant au sein de la fondation Challenge Futura, financée en partie par cette agence du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'information continue.